Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Corruption au Mali, comment lutter efficacement contre le phénomène, c'est le thème de notre grand dialogue de ce soir. En octobre 2021, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a remis ses rapports annuels de 2019 et 2020 au président de la transition. Il ressort de ces documents que 9 dossiers d'enrichissement illicite présumés ont été transmis à la justice. Ces dossiers portent sur près de 7 milliards de francs CFA. Dans une rencontre récente avec la presse, le président de l'OCLEI a déclaré que plus de 1200 milliards de francs CFA ont été détournés des deniers publics de 2005 à 2019 au Mali. Pourquoi la corruption et la délinquance financière persistent-elles au Mali? Les politiques mises en place sont-elles efficaces? Et quel est l'impact de ce phénomène sur le développement du pays? Studio Tamani pose le débat avec nos invités. Ce soir, ils sont au nombre de 3. Djibril Kane, membre du conseil de l'OCLEI, Moussa Ousmane Touré de l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière et professeur Abdul Karim Djamoutene, il est enseignant, chercheur et économiste. Sekou Gadjigou va vous présenter ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Je le disais, dans une récente rencontre avec la presse, le président de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, Moumine Guindo, déclarait que plus de 1200 milliards ont été détournés en 14 ans. Une somme que le Mali a perdue et qui aurait pu servir à financer la construction de beaucoup d'hôpitaux et d'autres infrastructures comme les écoles. Je vous propose d'écouter le reportage de Alice Issé sur cette rencontre. Selon le président de l'OCLEI, de 2005 à 2019, les irrégularités financières au détriment de l'État et des collectivités s'élèvent à environ 1266 milliards de francs CFA. Dr Moumouni Guindo affirme que ce manque à gagner aurait pu servir à financer la construction de 264 hôpitaux de haut standing, de 1767 centres de santé de référence, environ 42 ponts. Il pouvait également permettre la construction de nombreuses écoles et d'autres infrastructures publiques, a-t-il martelé. En octobre 2021, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a remis des rapports annuels de 2019 et de 2020 au président de la transition. L'Office a remis un autre rapport sur la déontologie des agents publics au Mali. Il ressort de ces documents que 9 dossiers d'enrichissement illicite présumés ont été transmis à la justice. Ces dossiers portent sur près de 7 milliards de francs CFA. Et depuis ce temps, de nombreux efforts ont été consentis par les autorités pour lutter contre le phénomène, a laissé entendre le patron de l'OCLEI. Seulement du côté des organisations de lutte contre le phénomène, on regrette que les résultats de ces efforts se font encore attendre. Ces associations estiment que la mauvaise gestion des deniers publics perdure toujours, et cela malgré les promesses tenues. Alors bonsoir Djibril Kane, encore une fois. Vous êtes membre de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Vous êtes membre du conseil. Aujourd'hui, comment se présente le phénomène de la corruption et de l'enrichissement illicite au Mali? La corruption et l'enrichissement illicite au Mali sont un phénomène difficile à appréhender et qui malheureusement connaissent une certaine banalisation au regard de la société. Quand vous partez sur les événements sociaux, vous y participez, vous voyez quelquefois des spectacles choquants de bonnes dames, nos sœurs, nos filles, nos mamans quelquefois, qui donnent une exposition de richesse quelquefois qui appelle la conscience. Mais malheureusement, ces façons de faire sont une source d'inspiration, mauvaise inspiration bien entendu, de la part de certaines autres Maliennes, de certains autres Maliens, qui font que le phénomène continue et de plus belle. Il continue et de plus belle. Et aussi, heureusement quand même, il y a comme une prise de conscience parce que nous sillonnons le pays depuis plusieurs années, depuis 2017. Nous entendons de plus en plus des appels au changement. Mais il se trouve que généralement, le changement, on pense qu'il doit passer à travers les autres, alors même que nous sommes tous acteurs et auteurs du changement de mon point de vue. De façon préliminaire, voilà ce que je puis dire
La corruption, elle est là, elle existe véritablement. La lutte, nous en parlerons un peu plus tard. Alors, avant de poursuivre, je voudrais rester avec vous. On parle chaque fois de corruption, d'enrichissement illicite. Ces deux concepts, phénomènes sont-ils forcément liés? Liés, certainement. Pas forcément les mêmes, mais ce que je puis dire, c'est que la corruption, comme d'autres infractions, les atteintes aux biens publics, les détournements divers par le fait d'agents publics ou leurs complices, sont des infractions à part. C'est ce que nous appelons, les juristes appellent des infractions moyennes, alors même que l'enrichissement illicite est une infraction résultat. Ces actes sont posés par les agents pour s'enrichir. Et l'enrichissement illicite, la lutte contre l'enrichissement illicite, ne cherche pas forcément à savoir comment cela est arrivé, mais le pourquoi. On fait des constats et on appelle des investigations qui nous permettent de démontrer ou pas qu'il y a enrichissement illicite. C'est forcément lié, mais ce n'est pas identique. Donc on ne peut pas combattre l'un sans l'autre. L'un étant le résultat de l'autre, on ne peut pas combattre l'un sans l'autre. C'est fortement imbriqué. D'accord. Moussa Ousmane Touré, vous êtes de l'association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Monsieur Kani vient de faire une présentation du phénomène au Mali. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation quand il parle surtout de banalisation? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui ce phénomène est banalisé? Je suis parfaitement d'accord avec Kane de l'Ocléi, que le phénomène est banalisé, mais j'irai très loin en disant que la corruption est malheureusement présente aujourd'hui au Mali dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas malheureusement un secteur que nous pouvons prendre où il n'y a pas de corruption, l'armée, l'éducation, la santé, tout. Il a eu à parler des billets d'argent qui sont distribués lors des mariages et même des soirées soumou à la télé, au vu aussi de tout le monde. Donc, il a parfaitement raison, c'est un phénomène banalisé, mais il a soulevé un autre point que je partage, qui est qu'il y a un début de prise de conscience, quoi. Voilà, les gens, malgré que c'est banalisé, certains pensent qu'il faut les combattre. Il faut combattre la corruption et la délinquance financière. Et comment vous appréhendez, comment vous voyez qu'il y a une prise de conscience? Quel est le constat que vous faites? Parce que je prends l'exemple de nos organisations de lutte contre la corruption. On passe tout notre temps à sensibiliser, à former, à informer. Donc, lors de ces activités de sensibilisation, certaines arrivent à prendre conscience que ces phénomènes-là doivent être combattus pour ne serait-ce que le développement de notre pays. Ok, Abdul Karim Diamoutene, vous êtes économiste. Avant d'aborder l'impact de ces phénomènes-là sur le développement économique du pays, ils ont tous parlé d'une banalisation. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Est-ce que c'est dû à notre société même ou bien quelle est l'explication que vous pourrez donner à cette banalisation-là? Ok, merci et bonsoir à tout le monde. Au fait, pour moi, c'est dû un peu à notre environnement, surtout nos textes. Parce que pour moi, il faut dissocier deux éléments, en fait. Quand vous prenez ici les différents instruments de lutte contre la corruption, ce sont des instruments importés qui ne sont même pas compris par même les seuls que je dirais les initiés même du domaine. A fortiori, la population dans sa grande majorité. Sinon, laissez ces gens. Allez-y dans nos communautés rurales, lorsque les gens se réunissent, ils mettent en place un mécanisme pour gérer quelque chose. Vous voyez qu'il y a plus de transparence, plus de rigueur, sérieux là-bas, que dans l'administration formelle, là où nous travaillons. Et cette administration formelle, son principe de fonctionnement est méconnu même souvent par les usagers, les travailleurs eux-mêmes. Donc, du coup, ce qui fait que souvent on ne se comprend pas. Souvent, je le dis, souvent c'est qui est aberrant. Vous voyez, on est tous ici, peut-être les juristes, mais à notre âge encore, il va se mettre encore à définir des termes pour nous expliquer ce que ça veut dire. Vous voyez déjà, parce que c'est dans un autre langage qu'on ne comprend même pas, et même ceux entre eux. Donc, du coup, c'est ce qui fait que
souvent, ce qu'on appelle corruption, les gens, la basse classe, ne croient souvent pas que c'est une corruption souvent. Sinon, quand c'est à leur niveau automatiquement, ils voient, parce que beaucoup ignorent un peu le fonctionnement de l'État, comment est-ce que les choses... C'est pourquoi on a l'impression que vous avez votre champ, vous partez, en fin d'année, vous avez une récolte, vous devez vous enrichir, vous travaillez, et donc, du coup, vous devez revenir avec une moisson à la maison. Donc, c'est une source d'enrichissement. Donc, dès lors que ce n'est pas expliqué à cette population, la population ne comprend pas, n'adhère pas, et donc on va toujours banaliser. Pas parce qu'on veut banaliser. Parce que quand, moi, je suis contre une certaine perception aujourd'hui même qui ressort dans les documents officiels, qui dit que c'est la faute à notre société. Non, la société est égarée dans ce système qui ne comprend pas. Parce que lorsque la société elle-même se retrouve entre nous pour essayer de poser des jalons, on lutte contre la corruption. Parce que, allez-y voir les personnes à travers lesquelles nous nous identifions dans la société, ce sont des personnes des valeurs qui ne devraient pas faire ça. C'est ce que nous vantons tout le temps. Donc, c'est un peu ça. Il y a une juxtaposition, une dualité, n'est-ce pas, de deux sociétés qui vont ensemble. Une société d'où nous venons, et une société moderne aujourd'hui qui a du mal à se greffer sur cette société. Donc selon vous, la politique même mise en place par l'État pour lutter contre ces phénomènes n'est pas adaptée à notre société? Elle est inadaptée. Je prends même pour preuve le clé. Et ils ont mené un rapport d'étude en 2019, votre rapport d'étude en 2019. Allez-y voir là-dedans quelles sont les causes. Ils vous diront qu'il y a les causes institutionnelles législatives, ils vous diront qu'il y a les causes économiques, ils vous diront qu'il y a les causes juridiques et judiciaires. Mais allez-y voir la hiérarchie, on vous dira même quand on dit que les textes, on n'arrive pas à les appliquer. Mais lorsque vous apportez des textes que personne ne comprend, même ceux-là qui y travaillent, souvent ne comprennent pas. Chaque fois, on est obligé de venir leur expliquer, etc. Ça voudrait dire déjà la source même des textes, la source même des différentes institutions qui nous gouvernent n'est pas nous. Donc, du coup, ça ne marche pas. C'est pourquoi chaque fois, on a tendance à des formations continues tenter de se comprendre. Et je dis encore, vous savez, et dans certains, quand je prends leur rapport, et la cause juridique et judiciaire, c'est plus de 50% des Maliens, 55% des Maliens ne font même pas confiance à l'institution judiciaire, qui est censée lutter contre ça. Vous comprenez? Et donc, la première cause, ce sont les causes institutionnelles. Les causes institutionnelles, je crois, à plus de 80%. Vous imaginez, ça voudrait dire quoi? Ce sont les institutions qui ont en charge la lutte contre la pauvreté et disons contre ce phénomène-là, la corruption. Et donc maintenant, ce sont les hommes qui y travaillent. Maintenant, lorsque les gens même trouvent que la cause institutionnelle est plus de 80%, ça voudrait dire déjà le filtre que nous avons mis là pour lutter contre la corruption, ça ne marchera pas. Et le clé aussi ne va pas échapper à ça. D'accord, je vais revenir vers vous d'un moment à l'autre. Monsieur Kane, vous avez parlé il y a un moment de cette banalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les services, les structures mises en place par l'État sont assez efficaces? Sinon, pourquoi le phénomène peine à régresser? Ou bien, selon vous, il y a, comme vous parlez de prise de conscience, le phénomène régresse aujourd'hui? Je voudrais dire un mot en réaction à l'intervention de M. Diamoutene par rapport à la lutte contre le phénomène de la corruption et au système d'imposition d'autres valeurs à ce que sont nos valeurs. Je n'entre pas dans ce débat philosophique sur la culture et autres façons de faire, mais ce qui est évident, aujourd'hui, nous n'allons pas pouvoir combattre la corruption comme Touamagan a pu le faire. Nous évoluons dans un système, qu'on le veuille ou non, intégré et global aujourd'hui. Et nous fonctionnons selon les systèmes de l'État moderne. L'économie fonctionne selon le système moderne. La corruption, là aussi, est une corruption moderne et qu'il faut combattre avec les moyens modernes. Bien entendu, la culture intervient là-dedans. C'est pourquoi nous, dans notre méthode d'intervention, nous agissons beaucoup avec les associations GO, les associations religieuses, les personnalités du culte et de la société traditionnelle. Mais est-ce que cela vous permet d'être compris aujourd'hui? Mais absolument, nous sommes en interaction absolue avec ces structures et il y a une forte demande. À tout moment, nous sommes interpellés, nous sommes approchés par ces structures pour les aider à animer tel ou tel forum. Cela veut dire qu'il y a une interaction et qu'il y a une compréhension. Et cela fait école aujourd'hui, bien entendu. Mais est-ce que vous ressentez cette compréhension dans les résultats que vous obtenez depuis votre mise en place? Est-ce qu'aujourd'hui, l'OCLEI a eu un impact sur ce phénomène?
Absolument. Nous n'avons pas encore mené d'études pour voir l'impact réel de l'OCLEI. Nous n'avons pas un vécu suffisant, mais déjà par rapport à la compréhension, par rapport à l'approche, et heureusement par rapport à la couche juvénile, qui de plus en plus est demanderesse de questions de lutte contre l'enrichissement illicite et contre la corruption en général. Quand ces couches viennent à vous pour dire nous avons tel besoin, quand des organisations de médias de lutte contre la corruption viennent à vous pour dire nous avons tel besoin, des religieux qui demandent notre intervention pour une meilleure compréhension ou des associations plus traditionnelles, on ne peut pas, je crois, cela signifie que vous êtes entendus et qu'on a besoin d'entendre davantage ce que vous dites. Et cela fait tache d'huile. C'est un travail progressif qui commence à faire effet. Et même par rapport à l'effet même de la lutte contre la corruption, déjà, quand on se dit, nous faisons un travail notamment sur la déclaration de biens, amusez-vous, M. Gadigo, à recenser vos biens et à trouver l'origine, comment vous avez eu tel bien. Ça vous aide à réfléchir et à faire attention. Et c'est valable pour tous les assujettis. Vous voyez qu'il y a une lutte engagée aujourd'hui qui est un peu plus forte qu'il y a quelques années. Vous dites, ah non, les choses ne peuvent plus se passer comme avant. Mais c'est un effet dissuasif évident qui a un impact et qui fait tache d'huile. Alors, parlant de cette déclaration de biens, est-ce qu'aujourd'hui, tous les fonctionnaires maliens adhèrent à cette idée, à cette déclaration de biens? Oh, non, malheureusement, et absolument pas. Mais je dois dire que nous avons, à notre création, fait un travail immense de sensibilisation sur la question. Déjà, nous avons été opérationnels à partir de 2017, du 1er juin 2017. Nous avons sillonné tout le pays. Enfin, les parties qui peuvent être sillonnées par des agents publics sans crainte. Nous avons sillonné le pays et nous avons approché près de 3000 agents publics assujettis à la déclaration de biens. Sur la déclaration de biens, comment cela doit se passer, quelles sont les obligations, quelles sont les conséquences de la non-déclaration de biens. Avant cette intervention, au total cumulé, on était à moins d'une 50aine de déclarations de biens. Seuls quelques ministres et les présidents de la République s'y soumettaient. Mais aujourd'hui, on est à près de 2000. Ce résultat ne nous satisfait pas encore parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'entraves. Mais entre moins de 50 et près de 2000, il y a quand même un fossé important à regarder. Okay, on va revenir vers vous tout de suite pour que vous nous expliquiez, si vous avez des explications à cette réticence de certains fonctionnaires de déclarer leurs biens. Moussa Ousmane Touré, on reste toujours dans le cadre de la lutte contre le phénomène. Pourquoi le phénomène ne régresse pas? Diamoutina a parlé de la politique mise en place par l'État qui ne serait pas adaptée à notre société. Comment vous comprenez qu'il y ait autant de structures pour contrôler, vérifier la gestion des services publics? Malgré tout, il y a toujours la corruption qui augmente. Étant une émanation du peuple, nous, les organisations de la société civile, nous sommes très très proches du peuple. Je vais parler comme les Maliens lambda. Hein. On ne comprend pas. Hein. On ne comprend pas et on se pose des questions souvent. Malgré toute cette multitude-là de structures créées pour mettre un terme, on voit que le phénomène ne fait que progresser. Hein. On s'étonne et c'est ce qui a poussé d'ailleurs certains de nos concitoyens lors des assises nationales à demander la rationalisation de ces structures, sinon la suppression. Ils ont dit qu'il y a trop de structures pour peu de résultats. Donc de supprimer. Et il me semble qu'actuellement, la recommandation est en train d'être traitée au niveau du ministère de la Refondation. Et une étude, selon les informations dont je dispose, une étude serait même en cours pour voir comment mettre en œuvre l'application là. Supprimer certaines structures. Parce que pour eux, c'est budgétivore et peu de résultats. Mais OCLEI, comme il l'a dit, donne quand même de l'espoir. Parce que
et son conseil sur le plateau viennent de dire qu'ils ont commencé à fonctionner en 2017 et en 2020, ils ont remis à la justice 9 dossiers. C'est quand même à saluer, mais c'est très peu. C'est très peu. Sinon, nous aimerions voir au CLEI chaque année remettre à la justice, qui dort d'ailleurs, tous les problèmes du Mali, c'est la justice. La justice reçoit énormément de dossiers de toutes ces structures-là, mais on n'assistera jamais à un jugement, à plus forte raison, appliquer des sanctions. Nous aimerions voir au CLEI donner à la justice par an, je dis, 40 dossiers, pourquoi pas, c'est possible. Voyez Bamako, les maisons poussent comme des champignons. On se pose la question, les gens qui construisent, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Et la plupart, c'est des agents publics, c'est des fonctionnaires. Mais est-ce que cet argent est forcément mal acquis? Est-ce que c'est de l'argent trouvé de façon illicite? Tout ce que je sais, il est interdit pour un fonctionnaire de faire du commerce. Donc s'il dit qu'en dehors de sa fonction, de son poste, en dehors de son métier de fonctionnaire, il mène d'autres activités, comme l'a dit Djamoutene, c'est encore en contradiction avec les lois du pays qui lui interdisent de faire toute autre activité en dehors de l'activité du poste qu'il occupe, du poste d'agent public. D'accord. Djamoutene, il disait à l'instant qu'il y a assez de structures pour peu de résultats. Partagez-vous cet avis? Moi, je suis convaincu que d'abord, ces structures, elles sont nombreuses et inadaptées. Il faut les casser, les égorger et reprendre. Je prends un exemple simple. Vous partez dans une localité, nous sommes tous ici, il y a un conflit entre nous tout de suite là, on s'assoit, on discute comment on va résoudre, on va trouver une solution tout de suite. Mais vous allez le confier à ces soi-disant experts, il va aller s'inspirer ailleurs, il va venir, personne ne va se retrouver là-dedans et le conflit va perdurer dans le temps. Ces structures de contrôle-là, dans leur conception, il y a des problèmes. Donc on ne se retrouve pas là-dedans. Donc ça ne fait que multiplier. Chaque fois qu'il y a une structure nouvelle qui se crée, on ne fait que déplacer, multiplier le niveau de corruption. Mais est-ce que ces structures ne font pas leur travail? Par exemple, si les structures de contrôle, leur travail c'est de contrôler, non, s'il vous plaît, ils remettent des rapports, le reste revient à l'État, à la justice. Oui, non, en fait, quand on parle des systèmes, on ne parle pas d'un seul niveau. C'est-à-dire le clé est dans un système. C'est-à-dire le clé fait un constat, le clé remet à l'institution judiciaire qui est censée sanctionner. Mais dès lors que l'institution judiciaire ne met pas, c'est pourquoi moi je parle du système. C'est-à-dire le clé en lui-même constate. Et puis il a pas de débat philosophique. Moi je ne suis pas dans une question de philosophie. Moi je m'inspire seulement de mon environnement. Je me dis, nous, en tant que nation, une vieille nation, nous avons la possibilité de réfléchir à partir de nous, de construire notre philosophie à partir de nous. Et aussi, même ce que nous prenons comme source d'inspiration sont les philosophies qui nous viennent d'ailleurs. Soit c'est une philosophie qui est inspirée soit de la France, des États-Unis, etc. Quoi qu'il en soit, quel que soit ce que vous allez prendre, ça va venir d'ailleurs. Nous pouvons être notre propre centre. Également, donc, système moderne, oui. Mais attention, c'est ça la chose. C'est-à-dire ce qui est qualifié de moderne, c'est lorsque vous accordez de la valeur à vos pratiques, que vous la vulgarisez, que les autres la considèrent comme élément de modernité et on l'insère dans le système global moderne. Mais on ne prend pas. Donc, pour moi, il y a une multiplicité qui ne dit pas son nom, il faut revoir, tenant compte de ce que nous sommes. Est-ce que vous pouvez me dire, il y a une valeur sociétale de chez nous qui promeut, qui encourage la corruption? Ça n'existe pas. Au contraire, quand dans une société, vous êtes vu comme celui-là qui est le denier public, vous êtes complètement rejeté. Mais pourquoi dans l'État moderne, il y a ça? Ce qui ne va pas. D'accord. Monsieur Kane, vous disiez à l'instant que ce n'est pas tous les fonctionnaires qui adhèrent à cette lutte contre l'enrichissement illicite, en tout cas la déclaration des biens. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette réticence? Ok. Monsieur Gadigo, permettez-moi à tous les coups parce que il n'y a pas de souci. Je dois réagir puisque nous devons interagir aussi. J'ai entendu plusieurs choses, une quarantaine de dossiers, disait M. Touré, possibles tous les ans. Ensuite, trop de structures inadaptées de part et d'autre. Je ne dis pas non. Et des structures nouvelles et des systèmes qui nous viennent d'ailleurs et il n'y aura jamais de justice. Il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 2 ans maximum, j'ai découvert un mot qui paraît très barbare dans mes lectures. Ultra-crépidarianisme. C'est très difficile. J'ai dû mettre du temps avant de le comprendre, avant de pouvoir l'assimiler. Crépidarianisme. Merci. Ça veut dire quoi? Et que quelqu'un qui se fait expert d'un domaine qu'il ne connaît pas.
Je ne me dis pas expert du domaine, mais cela arrive souvent. Et il y a beaucoup d'affirmations gratuites. J'interviens d'abord sur les valeurs venues d'ailleurs. Je me veux un homme du monde d'aujourd'hui. Je suis ouvert à ce qui vient de la planète Mars, à ce qui vient d'autres continents, mais aussi je suis malien. Comme tous les Maliens, nous ne sommes pas une série d'extraterrestres envoyés au Mali pour venir combattre la lutte contre la corruption. Nous connaissons autant que tous les autres Maliens les valeurs maliennes dont nous nous sommes nourris avant de passer à autre chose. Donc cela est aussi notre valeur, c'est aussi nos valeurs. Nous nous battons avec. La justice ne fera rien. Permettez-moi d'en douter, Monsieur Touré. Tous les problèmes du Mali, c'est la justice. Mais si tous les problèmes du Mali étaient la justice, le Mali serait bien meilleur. Pourquoi? Je vous le promets. Pourquoi? Parce que de toute façon, l'argent public, puisque nous parlons de corruption, je ne dis pas que la justice n'est pas corrompue d'abord, mais par rapport à l'argent détourné ne peut pas être détourné à la justice, même si la justice n'est pas totalement rendue à satisfaction. Les fonds publics, les juges n'y ont pas accès. Ça veut dire que d'autres agents publics détournent l'argent public. Même si le travail de la justice n'est pas fait à satisfaction, ça veut dire que le problème, il est partout ailleurs. La justice n'est pas un îlot de salubrité dans un océan immonde. D'accord. Le problème est général. D'accord. La question maintenant, pourquoi la réticence de certains fonctionnaires? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris et ça n'a pas été bien expliqué? Qu'est-ce qui expliquerait, en tout cas? Je pense plutôt que c'est des questions d'intérêt. Chacun défend pour parler de façon prosaïque, son beefsteak. C'est un peu cela. Il y avait une pratique, la corruption était devenue normale, l'impunité presque absolue. C'est comme si on disait, laissez-moi détourner tranquillement. Ce phénomène de déclaration de biens est arrivé, encore qu'il y ait moins de sensibilisation, mais toutes les fois qu'on en parle, les gens se dressent contre. Mais est-ce que vous pouvez réussir votre mission s'il y en a qui s'opposent à ça, qui ne sont pas des moindres? Non, ils ne sont pas des moindres. Nous pouvons réussir notre mission parce que nous avons notre cible. Ce n'est pas que les agents assujettis à la déclaration de biens. Parce que la déclaration de biens est un moyen de combat de l'enrichissement illicite parmi bien d'autres. Parce que ceux qui sont assujettis à la déclaration de biens sont une infime partie des agents publics dans le grand lot. Donc, et on peut refuser de procéder à la déclaration de biens, mais pour autant être poursuivi pour enrichissement illicite. Les dossiers qui ont été transmis à la justice jusque-là, aucun ne vient des déclarations de biens. C'est la preuve que cela gêne bien entendu la non-déclaration de biens, la lutte contre l'enrichissement illicite, mais ce n'est pas un obstacle absolu. Alors, et il serait bien que les gens le comprennent parce que c'est une œuvre de salubrité publique quand même que de déclarer ses biens, de justifier ce qu'on a pu acquérir pour dire ceci, je l'ai acquis de façon légitime et illicite. C'est tout ce qu'on demande. Alors nous voyons que vous mettez beaucoup l'accent, en tout cas c'est notre constat, vous mettez beaucoup l'accent sur la prévention de l'enrichissement illicite que la répression. Comment vous faites cette répression? Ou bien cela ne revient pas, n'est pas de votre ressort, c'est la justice qui doit s'en charger? Absolument. Les termes génériques même, nous procédons à la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est le propre de la seule structure au CLEI qui combat l'enrichissement illicite, la corruption et autres. Les autres structures ne sont pas dédiées à la sensibilisation. L'OCLEI seul le fait et le fait beaucoup. Et par rapport maintenant à la répression, nous ne disons pas que nous réprimons. Non, nous participons à la répression, simplement en réunissant des éléments et en les mettant à la disposition de la justice. Pour vous rejoindre, M. Touré, je serai le premier heureux à ce que la justice rende des décisions aujourd'hui, parce que cela est pédagogique, parce que cela permet aux gens de savoir, il y a autre chose, parce que l'OCLEI ne met personne en prison, mais la justice peut le faire. La justice condamne au remboursement, la justice peut saisir des biens.
Si tout cela était mis en œuvre tout de suite, l'effet serait plus visible. Et j'ai espoir que cela va arriver très rapidement parce que l'actuel ministre de la Justice le dit très souvent. D'accord. Monsieur Touré, vous disiez à l'instant que c'est pratiquement tous les secteurs de la vie publique qui sont concernés par cette corruption. Aujourd'hui, comment faire pour la combattre efficacement? Avant de répondre à votre question, j'aimerais ajouter quelques mots sur ce que vient de dire mon co-débatteur. Voilà. 10 minutes. Amusez-vous, M. Kane, à discuter, à approcher les Maliens lambda. Il va vous dire que lui, son problème, c'est la justice. Et il va te dire pourquoi c'est la justice. Il va te dire quand tu saisis la justice pour un problème, elle ne va jamais résoudre. La justice prendra tout le temps et finalement, lui, il sera découragé. Donc, pour lui, ce qui va lui pousser à prendre des armes contre son pays ou à ne plus respecter les institutions, c'est la justice. Donc, ça, c'est tout le monde qui le dit. Et les jours où la justice va changer de comportement, nous, on va le dire et on va soutenir. Et nous qui sommes en train aujourd'hui de parler mal de la justice, je pense que c'est nous qui aimons la justice plus que les gens qui sont en train de la soutenir dans les faux. Qui défendent leur corporation. Qui défendent, leur corporation. Maintenant, à votre question, vous dites comment lutter efficacement contre le phénomène aujourd'hui, puisque voilà, il gangrène tous les secteurs pratiquement. Je pense que la première des choses, parce que mes co-débatteurs, M. Djamoutene et M. Kane, ont eu à parler de politique de lutte contre la corruption. Moi, à ma connaissance, les Mali ne s'est jamais doté d'une politique de lutte contre la corruption, à ma connaissance. Il y a eu des programmes, des discours, des grands discours. Rappelez-vous, Bandao en 2020, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Oui. Il promet au peuple malien zéro impunité. Et de zéro impunité, on est passé à zéro punition. Jusqu'à il a quitté, il n'y a eu aucune punition. Donc souvent, c'est des grands discours, c'est des projets, mais jamais eu de politique. Donc selon vous, il faut une politique actuellement, selon mes informations, une stratégie, une politique est en cours d'élaboration. Et dans les jours à venir, le Mali, notre beau pays, va se doter de sa politique de lutte contre la corruption. Et on verra les résultats. Donc pour moi, il faut non seulement une stratégie de lutte contre la corruption, il faut également revoir les textes. M. Djamoutene a eu à parler de ça. Souvent, le problème, c'est nos textes. Nos textes ne sont pas tellement bien faits que souvent certains essayent de contourner ou bien certains se basent sur les failles de nos textes pour pouvoir pratiquer la corruption. Donc revoir souvent les textes. Également, il faut commencer à promouvoir la culture du mérite. Il faut également... vous savez, il y a de ces postes, pourvoir les postes selon des critères d'intégrité, d'engagement et même de probité. D'accord. Donc pour moi, tout cela permettrait au moins de lutter contre la corruption. D'accord. Djamoutene, je le disais à l'instant, le président déclarait que plus de 1200 milliards en 14 ans détournés. Selon lui-même, un manque à gagner qui aurait pu servir à construire 264 hôpitaux de haut standing, 1767 centres de santé de référence, environ 42 ponts. Alors, on remarque que le phénomène impacte beaucoup le développement économique du pays. Quelle solution peut-on trouver pour l'arrêter vraiment? Ok, et je vous dis encore, comme pour corroborer, le problème du Mali, c'est la justice. Et Leclerc, dans son rapport, en 2019, dit que dans le questionnaire, 90% des gens qui ont été... 88%, plus de 90% des gens interrogés disent qu'ils ne croient pas à la justice malienne. Merci. Dans l'EMOP, il y a 52%. Et JUPREC, en 2018, il y a 64%, 65% de la population qui ne croit pas à la justice. Mais pourquoi conserver quelque chose à quoi on ne croit même pas? Il faut réécrire. Je vais vous dire, simplement, pour qu'on se comprenne rapidement. Vous savez, protéger les politiques. Également indiquer à tout le monde. Vous savez, on n'implique pas les gens. Moi, désormais, je voudrais que la justice ne soit plus l'apanage seulement des seuls hommes de droit. Parce que voici la seule chose qui concerne tout le monde,
où seulement une corporation décide. Même quand les quoi de justice, comment vous appelez souvent. Souvent, on les consulte. Mais seuls eux, les juges, les assesseurs de justice, mais comme seuls eux, les juges, à leur discrétion, prennent des décisions. Et souvent qu'on ne comprend pas. Ils sont de revoir et reconstruire. Maintenant, et pour moi, je dis encore, il faut revoir toute la procédure. L'institution judiciaire qui est là, elle n'est pas adaptée. Tant qu'elle n'est pas adaptée, on va créer. Maintenant, pourquoi les gens n'adhèrent pas? Moi, je dis, il y a des contrôles en amont. L'exécution du budget. Parce que vous, quand vous parlez de l'enrichissement illicite, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au détournement du budget qui est mis à disposition. Mais lorsqu'on met un budget à la disposition de votre département, il y a toute une procédure, il y a une manière de procéder pour décaisser tout ça exactement. Donc, on peut procéder à des contrôles pour voir si telle ou telle personne a détenu, oui ou non. Il y a des rapports qui sont là-bas. Les différents rapports, différents services de contrôle sont là. Mais pourquoi l'État ne sanctionne pas? Ça, encore, c'est la justice. Donc, tant qu'on ne corrigera pas la justice, et les services comme Loclé ont de beaux jours devant eux, parce qu'ils vont se créer pour prendre de l'argent. Même un autre service va se créer encore pour se donner des sous, mais quand même, les rapports vont rester lettres mortes. Et donc, il faut sortir de là. Le problème du Mali, c'est la justice. Il faut l'égorger et reprendre. Alors, vous l'avez dit, on parlait de réticence de certains fonctionnaires par rapport à la déclaration des biens. On remarque qu'il y a une baisse de dépôt des dossiers de déclaration des biens de 2018 à maintenant. Il y a eu de baisse, en tout cas quelque peu considérable. Est-ce que cela ne vous inquiète pas aujourd'hui quant à l'avenir de la lutte contre l'enrichissement illicite? Non, j'ai espoir. Et pour parler... Sur quoi vous fondez cet espoir-là? Non, l'espoir, c'est que j'ai parlé de la frange jeune, j'ai parlé des sollicitations de plus en plus nombreuses qui arrivent à l'OCLEI pour des appuis. Il y a aussi, pour parler maintenant des agents publics, des organisations syndicales qui se réunissent et qui forment des plateformes de lutte contre la corruption. Il y a de plus en plus d'organisations professionnelles non publiques qui s'organisent pour combattre la corruption et de plus en plus des organisations donnent de la voix pour combattre la corruption. Vous, M. Touré, votre organisation existe depuis quand? 2015. Depuis 2015, ça veut dire c'est assez récent. Oui. Et c'est là, il y en a beaucoup d'autres qui se créent. Donc, il y a comme une espèce de masse critique qui est en train de se créer et cela fait que le phénomène peut être combattu beaucoup plus. Il a parlé de stratégie nationale de lutte contre la corruption qui n'est pas encore en place, mais qui est en train de prendre route. Aussi, il y a en chantier la fondation, la création de l'Agence nationale de confiscation et de gestion des avoirs criminels, le produit du crime, le crime économique, qui sont en chantier. Et c'est des chantiers très avancés. Et je dois le dire modestement, le tout, c'est porté à bras le corps par les autorités de la transition, oui, mais c'est instigé, c'est soutenu par l'OCLEI à la base. C'est des initiatives de l'OCLEI. Tout cela nous permet d'aller un peu de l'avant et avec la sensibilisation, les gens commencent à se dire, mais parce que je l'ai dit au début, la corruption, on veut bien changer, mais on se dit toujours le changement, ça doit passer par autrui. Non. On doit se dire la corruption ne passera pas par moi. Alors certains expliquent la persistance de ces phénomènes-là par les mauvaises conditions des fonctionnaires maliens. Certains disent que pour pouvoir prétendre lutter contre la corruption, il faut vraiment mettre les fonctionnaires, les travailleurs dans des conditions qui puissent les permettre de ne même pas penser à corrompre ou bien à trouver l'argent d'une autre façon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. En fait, il y a une combinaison de phénomènes qui concourent à la corruption. Je dis avec certains que même si on payait à des gens le milliard tous les mois, ils vont continuer à être corrompus. Mais je dis aussi qu'il y a des individus qui ont, comme on appelle la corruption de ventre, qui, c'est parce qu'ils sont contraints et forcés, quelquefois cèdent. Ce n'est pas élogieux, je suis d'accord, mais si un certain nombre de conditions minimales étaient réunies pour les fonctionnaires, cela réduirait fatalement le niveau de corruption. Parce que quand on n'est pas obligé de se laisser corrompre pour manger,
cela peut réduire les choses. Donc il y a lieu d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Malheureusement, je vous vois prendre des notes rapidement en 1 minute puisque l'émission est terminée. Okay. En 30 secondes. Okay. Je vais dire quelque chose sur la déclaration des biens. 30 secondes, non, je pense qu'on est déjà à 19h. Donc, il y a 56% des fonctionnaires qui pensent que c'est parce qu'ils sont mal payés que donc ils font la corruption. Donc forcément il faut augmenter les revenus. Aussi, regardez une loi comme ça, quand la protection des hommes politiques. Est-ce que la population avait été demandée avant de prendre cette loi? Si on avait été, on va dire non. L'OCLA a été créé, est-ce qu'on a été sensibilisé en amont? Non. C'est après, quand ils ont commencé à vouloir mettre en œuvre, il y a eu des débats, ils ont commencé à dire sensibilisation. Il faut arrêter ça, sensibiliser en amont, et le peuple dira ce qu'on veut, quel type d'institution on veut. D'accord, tout cela sont des aspects à prendre en compte. J'espère que M. Kane a noté. Malheureusement, il est 19h, l'émission est arrivée à son terme. Merci à vous tous, Djibril Kane, membre du conseil de l'OCLEI. L'OCLEI, c'est l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Moussa Ousmane Touré de l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Et professeur Abdul Karim Djamoutene, économiste et enseignant-chercheur. Nous parlions aujourd'hui de la corruption, comment lutter efficacement contre le phénomène. Sekou Gadjigo a présenté ce débat qui a été mis en onde par Salim Diouara. Régie vidéo, il y avait Nouhoum Djiré. Merci à toutes et à tous et à demain. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Sigi Kafoba.